Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à l'Institut français du Royaume-Uni. Welcome to the Institut français du Royaume-Uni. My name is Bertrand Buchalter. I'm the director of the Institute, and on behalf of all the team, on behalf also of Matthias, the head of our book department, on behalf also of Florian, the head of our library, we put together the great program this week, also together with the rest of the team and the cinema team. We are delighted to host you today here at the Institute for this conversation, which is part of our Beyond Words Festival. I invite you, for those who haven't done it already, to check the program, for there are still plenty of events, and we'll have tomorrow, yes, that's tomorrow on Friday, we'll have a special evening about Colette, featuring, among others, Deborah Levy, and also a discussion about Orlando with Paul Preciado. Let me now introduce our distinguished guests this evening. Éric Vuillard is a celebrated writer and filmmaker with 9 award-winning books. He's written 9 award-winning books, including The Order of the Day, winner of the 2017 Prix Goncourt. His works, such as Conquistador, La Bataille d'Occident, and Congo, have also received numerous accolades, such as the 2012 Prix France SL and the 2013 Prix Valérie Larbaud. In 2019, The Order of the Day was selected as a Waterstones Book of the Month, and Éric Vuillard was awarded the Hay Medal for fiction. His book, The War of the Poor, was shortlisted for the 2021 International Booker Prize. Today, he will discuss his latest book, An Honorable Exit, translated by Marc Polizzotti and published by Pan Macmillan in 2023. Éric Vuillard will be in conversation with Natalia Benraled-Vins. Natalia is an associate professor in the history of modern France and the Francophone world at the University of Oxford. She's a historian of the French Empire, decolonization, and post-colonial histories. Copies of Éric's books, both in English and in French translation, are available downstairs, thanks to our partners, Kensington Bookshop and La Librairie La Page. I will leave it to Natalia to also to introduce Félicité, and also to and a special big thanks also to Julia, who will be the English voice of Éric tonight. I wish you now a very pleasant evening. Thank you very much. Thank you so much for that introduction. Thank you for the invitation, and thank you all for coming here tonight. It's great to see so many people here. So, an honourable exit, une sortie honorable, a French exit, or a humiliating retreat, I guess, depending on your point of view, looks at the French exit or retreat from Indochina in 1954. And the other book that we're going to be talking about tonight is Congo, which actually came out 10 years ago, I believe, which is about the 1884-1885 Berlin Conference, in which King Leopold II of Belgium acquired Congo as his personal domain. And the European powers laid the foundation for what would be known as the Scramble for Africa, so the partition of the vast majority of the African continent amongst the European powers. I enjoyed reading both of these works so much, and they're books that are really difficult to classify. They read neither like historical works written in a literary style, nor are they works of historical fiction. Rather, as Actes Sud described Congo, they described it, they described you as that you tutoies l'histoire au plus près. So you speak to history in the informal second person. You get up in its face, you kind of sort of rage at its protagonists. In this case, sort of Europeans who are part of the colonial project. So my first question to you really is about the methods. So I'd like to know more about how you gather your documentation. Now,
just to reassure you, I'm a historian. I'm not checking your bibliography or your footnotes. What I'm actually interested in is what you do with this material that you gather. So what kinds of research do you do before writing about each of these events or periods, and how do you interact with the documentation that you uncover? Vos romans ont été définis comme étant d'un genre inclassable, à la fois fiction, à la fois histoire. Je serais intéressée d'en savoir plus sur votre méthode. Comment abordez-vous votre matériel historique? Et je vous rassure, je ne suis pas là pour vous donner cours sur les bibliographies et les notes de fin de page. Alors bonsoir à tous. Donc je remercie l'Institut français, toute son équipe, donc Bertrand Buchwalter, Mathias Rambaud qui est venu me chercher gentiment à la gare l'autre jour, et Floriane Lorichès qui a tout organisé et qui m'a envoyé de nombreux mails, enfin avec laquelle j'ai eu beaucoup d'échanges, et puis l'équipe évidemment du festival et la librairie qui est associée, la page. Je remercie aussi Félicité du jeu qui va lire des extraits de mon livre, et puis Julia Hartley qui gentiment a accepté de traduire ce que je vais dire, et puis donc Natalia Vince Benhaled, alors peut-être que je ne prononce pas bien votre nom, je me demandais, parce que je ne pourrais pas prononcer de la même manière que vous tout à l'heure. En tout cas, merci d'avoir accepté de me faire l'amitié de discuter aujourd'hui ensemble. Alors, sur la méthode et les documents, c'est qu'au fond, comment dire, je n'ai pas de méthode a priori. C'est-à-dire que tout d'abord, je n'ai pas d'autorité de l'archive. Je ne me dis pas, voilà, je vais travailler sur telle chose, je vais aller chercher dans les archives ce qu'il peut y avoir comme document. Les livres, les thèmes de mes livres me viennent simplement de l'existence de choses qui m'intéressent depuis longtemps et qui, tout à coup, par une rencontre inopinée, un document, plusieurs documents, plusieurs choses, viennent faire trembler, au fond, je sais pas comment dire, l'état plus ou moins stable qu'avait mon savoir à un certain moment. First of all, thank you so much to everyone for organising this event and allowing me to be here today. In terms of method, I don't really have a set method that I start with, that I approach my books with. I don't feel like I'm an authority when it comes to the archive. It's really a matter of an encounter, detail, something that really troubles me, moves me, and sort of changes the sense of understanding that I had until then. Et donc pour donner un exemple sur ce livre, alors évidemment on reconstruit toujours a posteriori ce qui s'est passé, donc il y a un côté fatalement enjolivé dans ce qu'on raconte du passé, mais pour choisir un ou deux documents, un ou deux textes qui me sont venus comme ça par hasard, je m'intéressais d'abord, comme chacun, à de l'attrait pour telle ou telle période, etc. Qu'on essaie de comprendre, ou telle ou telle chose, tel ou tel thème. Je m'intéressais à la guerre d'Indochine depuis longtemps, et puis je suis tombé sur plusieurs choses. Tout d'abord, un petit guide de voyage, qui introduit d'ailleurs le livre aujourd'hui. Bon, je laisse. Now, we shouldn't be complacent when we write history, because obviously we have the benefit of hindsight. But to give you a concrete example, what really captivated me for this project, for instance, was a guidebook. Et donc, on m'a offert ce petit guide de voyage. Alors, en commençant à le feuilleter, tout d'abord, je suis tombé sur le fait qu'au tout début de ce guide de voyage, eh bien, il y a une publicité pour l'armement. Et donc, il s'agit de vendre des armes à des touristes, mais des armes, il est marqué toutes sortes d'armes de chasse et de guerre. Et je me suis dit que pour les touristes, c'était tout de même un peu curieux. So I opened this guidebook, I was just turning the pages, and really early on I see this ad, and the ad is for weapons for hunting and for warfare. And I thought, that's curious. Is that really what a tourist needs when they're planning a trip? Et donc, aussitôt après, il y a un petit lexique, comme on trouve dans tous les guides de voyage encore aujourd'hui. Le problème, c'est que ce petit lexique, en le lisant, est un lexique où tous les termes sont comme à l'impératif. C'est-à-dire, ce sont les termes qui s'adressent d'abord à ce qu'on appelle un pouce-pouce, un rickshaw, c'est-à-dire lève la capote, baisse la capote, à la banque, à la plantation, à l'hôtel. Et donc, non seulement ça traçait une sorte de géographie, on peut dire, de la colonie. On ne va pas n'importe où, si vous voulez, on ne va pas visiter n'importe quoi. On va à la banque chercher de l'argent, on va à la plantation, etc. Mais de surcroît, il n'y avait pas de terme de politesse. And then the following section of this guidebook had vocabulary, which is quite normal. We have this in all guidebooks. But this vocabulary was all in the imperative mode. It was addressed to the rickshaw driver. It said, pull up the awning, pull down the awning, take me to the bank, take me there. And so this immediately depicts this colonial geography. We're going to the bank, we're going to the plantation, but there's never a word of politeness involved.
En somme, c'était comme si tous les termes avaient été à l'impératif avec une sorte de point d'exclamation derrière. Et ça donnait le sentiment d'une sorte de grammaire de la servitude. Et il y avait là quelque chose de si curieux, puisque aussitôt je me suis mis à écrire un passage là-dessus. C'est qu'au fond, le tourisme, pour nous, disons, ça nous est présenté par les guides et par tout le monde d'ailleurs comme étant l'activité bénigne par excellence, c'est-à-dire la curiosité, aller voir les autres. Sauf que là, la curiosité, on ne la sentait pas vraiment. So really what you had was a grammar of servitude where everything seems to be expressed with an exclamation mark. And it really made me look differently at tourism, which we usually think of as this really positive activity, motivated by curiosity. But I could not find any curiosity there. Et alors, il se trouve que j'étais tombé, je lisais à ce moment-là un livre de Tchekhov, qui est son enquête à Sakhaline. Et il se trouve que Tchekhov, en revenant, je ne sais plus, ou en partant aux îles Sakhalines, fait une escale à Hong Kong. Et il note, là, pendant cette escale, j'ai pris un pouce-pouce, j'ai été traîné par des hommes. Et donc là, je me suis dit, tiens, c'est curieux, ça m'a fait songer à cette expression de Marc Bloch qui parle comme ça d'une solidarité des âges. Et, comment dire, dans une sorte de système d'écho, de jeu de miroir avec cette expression, il m'a semblé curieux au fond que comment dire, quelqu'un appartenant à une époque révolue par rapport à ce petit guide de voyage, une époque antérieure, venant d'un espace social beaucoup plus contraignant et plus arriéré, vous voyez, l'Empire russe, soit en fond beaucoup plus sensible au fait de se faire, comme il le disait, avec cette expression terrible, traîné par des hommes, que le touriste français en Indochine dans les années 20. And then I was reading this work by Chekhov, A Journey to the Sakhalin Islands. And in this work, Chekhov describes being drawn by humans, right? Being in a cart pulled by humans. And that made me think of Marc Bloch's phrase, the solidarity of the ages. And I found myself thinking, Chekhov, who's part of the Russian Empire, who's writing quite a bit before this guidebook to Indochina from the 1920s, at the end of the day is actually more conscious, more sensitive to the inhumanity of what is going on around him. Et puis, pardon, j'ai encore deux, trois choses en tête pour faire comprendre justement comment ça vient. Donc il y avait Tchekhov comme ça qui faisait écho à ce document, et puis il y avait au fond toute la littérature elle-même, mais en un autre sens, opposé presque à Tchekhov, et qui maintenant se trouve justement dans l'introduction du livre. C'est-à-dire qu'au fond, on lit chez Montaigne, alors pour d'autres raisons bien sûr, chez Flaubert, chez Taine et chez beaucoup d'autres, chez la plupart au fond des écrivains, des propos sur le voyage tout à fait édifiants. On voyage, c'est pour connaître l'autre, par curiosité, etc. Et tout à coup, il me semblait que ce guide faisait tout à fait pièce à ce point de vue, au fond ingénu, puisque quand on lit même les voyages, justement, celui de Flaubert, etc., est-ce que c'est vraiment la curiosité qui le guide? Est-ce qu'il n'y a pas là-dedans autre chose? Et puis surtout, ces voyages ne sont possibles qu'au sein d'une domination à peu près planétaire, au fond, de l'Europe sur le reste du monde. Enfin, il m'est venu aussi à l'esprit ce fait que André Siegfried, le fondateur de la science politique française, racontait quelque part, et ça m'était resté en mémoire, qu'il avait fait le tour du monde avec une simple carte de visite. Mais vous voyez bien que quand on habite en Afrique aujourd'hui, pour faire le tour du monde, une simple carte de visite ne permettrait pas d'aller très loin. I then found myself thinking about literature more broadly, beyond this work by Chekhov. If we think of French writers such as Montaigne, Flaubert, Taine, now they all write about travel as this really positive experience, this edifying experience where you're curious, you get to know the other. So I found myself thinking the guidebook and this discourse are basically at odds. They're saying opposite things. And I asked myself, when Flaubert says that he's traveling out of curiosity to find out more of the world, is he saying the truth, or is there something else going on? And then I thought of this phrase from André Siegfried, who said, I traveled the world with only a business card. Now, that was possible because of the world domination of Europe. If you ask an African person today if they can travel the world with only a business card, that is highly unlikely. Alors ça, c'est un document qui est dans le livre. Et pour donner
Un autre bref exemple, qui lui n'est pas dans le livre, mais qui est en quelque sorte, qui s'est sédimenté dedans, j'étais tombé sur un petit film, alors pas du tout, je cherchais rien sur la guerre d'Indochine, oui, à ce moment-là, j'écrivais pas du tout dessus, j'avais écrit ce petit passage, et puis je regardais pour une toute autre raison, je me souvenais qu'il y avait un beau film des Frères Lumière que j'avais vu jadis, qui était un film où des gens se lancent des boules de neige. Donc je l'ai recherché, je suis tombé sur le site donc, de l'Institut Lumière, et là, je suis tombé sur un titre qui m'a aussitôt attiré, c'était, je crois, Enfant, anamite, ramassant des sapèques devant la pagode des dames. Un poème. Je sais pas si je pourrais le traduire. On va essayer. So I had just read these texts. I hadn't started properly writing this book about Indochina. I'd just written a passage. And then I was reminded of a film by the Lumière brothers, which was in my mind as a scene where children were playing, having a snowball fight. And so I tried to find this film. And then when I did, the title was Anamite Children Playing with... C'était un fruit, je pense? Ramassant des sapèques, ce sont des pièces de monnaie. Ah. Ramassant des sapèques Picking up sapek, devant so la pagode a type of coin in front of a pagoda. Des dames. La The pagode pagoda of des the dames. ladies. C'est un titre qui, en français, est, si vous voulez, à la fois très élégant et totalement usé, totalement passé. Il y a là-dedans plusieurs mots qu'on comprend, pour ainsi dire, plus anamite, sapèque, et puis cette expression de pagode des dames est curieuse. Au fond, ça ressemble à une sorte de poème indo-chinois ou chinois. On s'attend à une histoire d'amour. Mais c'est pas du tout ça. So when you hear this sort of long, strange title, it feels very old-fashioned. It's got words that we would never use today that we've forgotten the meaning of. And so it reads like a poem, but actually something else is going on there. Donc j'ai mis ce film en route, et là, ce à quoi on assiste, c'est qu'on voit deux dames vêtues en blanc, crinolines, très élégantes, tenant dans les mains comme ça des petites aumônières, comme on disait jadis, ou des réticules, vous voyez, c'est-à-dire ce sont des sacs à main en grillage, en quelque sorte, bon, et puis piocher dedans des choses qu'elles jettent à des enfants qui sont devant et qui les ramassent. Alors, au premier instant, on se demande ce qu'elles font. On dirait comme si elles lançaient, vous voyez, du pain aux oiseaux, sauf qu'on s'aperçoit très vite que ces enfants sont en loques, que eux sont tous vietnamiens et qu'elles sont françaises, et elles continuent en rigolant comme ça de sortir leurs pièces, de les jeter, et puis il y a quelques hommes aussi sur les côtés, et la scène devient très vite en fait assez gênante et, pour tout dire, pénible. Then you watch this footage, and what you see are a couple of ladies wearing nice white dresses, crinolines, and they've got these little net purses, and they're putting their hands in them, and they're grabbing something, you're not sure what, throwing it as though they were feeding birds, and you see these little children rushing to pick up these things, and the women are laughing and having a great time. And then you realize these two women are French, the children are Vietnamese and wearing rags, and there's these men on the fringes of this scene, and suddenly it becomes something incredibly uncomfortable. Et dès qu'on creuse un peu, je termine, ne vous inquiétez pas, dès qu'on creuse... I'm almost done. Dès qu'on creuse un peu, ça devient encore plus pénible, puisqu'on apprend que les sapèques, c'est au fond aujourd'hui encore moins que les centimes, si vous voulez, donc voilà. Et puis on apprend l'identité de ces deux dames, qui ne sont pas deux dames ingénues qu'on a mis là, vous voyez, pour les piéger avec un téléphone portable. Non, pas du tout, c'est Madame Doumer, donc, qui est la femme du gouverneur de l'Indochine, qui va devenir président de la République française, et sa fille. Ce sont donc des gens qui connaissent parfaitement l'Indochine à cette période, et il se trouve qu'au même moment, Doumer est en train d'organiser une sorte de consortium financier en France pour entreprendre la construction d'une ligne ferroviaire qui va aller chercher dans le Haut-Tonkin les minerais que nous exploitons. Donc, et puis on apprend, si on creuse un petit peu plus, que pendant les travaux qui vont prendre quelques années pour construire cette ligne, il va y avoir, je crois, si je me souviens bien, 40 000 coulis qui vont mourir à cause des conditions de travail. Donc entre la légèreté des sapèques, vous voyez, qu'on verse comme ça aux enfants, et la cruauté, la férocité terrible du travail et l'entreprise très pragmatique du mari, il y a là un contraste qui, lié au petit guide de voyage, commence à faire une géographie qui mérite qu'on s'y attarde. And then the more you dig into the people in this footage, it gets even more uncomfortable. It turns out that these sapek, these coins, are worth so little, less than cents today. And the two women are not just any women. These are Madame Daumier and her daughter, the wife of a governor of Indochina, who will become the president of France.
And where is he while this footage is taken? He's at a meeting to fundraise to build the railway to Tonkin to exploit minerals in the regions. And about 40,000 local laborers will die in the process of building this railway. So that was a good start for a book. So this is number 2, an honourable exit 2, right, that you're planning now. But I think that this is actually a good point. We were going to do this slightly later, but to invite Félicité Dujeu to come and read the opening of an honourable exit in French and in English, because this will really give you a sense of what Eric's talking about here is the tourist as predator. Annexe très confidentielle à un rapport de l'inspection du travail. « Il faut voyager », écrivait Montaigne. « Cela rend modeste », ajoutait Flaubert. « On voyage pour changer non de lieu, mais d'idées », renchérissait Taine. Et si c'était tout le contraire? Dans un guide de voyage sur l'Indochine de 1923, après une page de publicité pour la maison Ridet et compagnie armurier au centre de Hanoï, fournissant armes et munitions de chasse et de guerre, tous accessoires pour chasseurs et touristes, pistolets automatiques ou carabines. Avant même que ne soit évoquée la partie la plus pittoresque du Haut-Tonkin où se trouve quantité de curiosités naturelles, on tombe sur un petit lexique. Manuel de conversation à l'usage des vacanciers, dont voici en français les premiers rudiments. Va chercher un pouce. Va vite. Va doucement. Tourne à droite. Tourne à gauche. Retourne en arrière. Relève la capote. Baisse la capote. Attends-moi là un moment. Conduis-moi. À la banque, chez le bijoutier, au café, au commissariat, à la concession. C'était là le vocabulaire de base du touriste français en Indochine. Le 25 juin 1928, à l'aube, 3 austères silhouettes quittaient Saigon pour un petit voyage. Un filet de brume flottait sur les bâtiments. La voiture roulait à vive allure. La capote avait beau être relevée, il faisait frais. Et le voyageur qui se tenait à l'avant s'enveloppa rapidement dans un plaid. Mais en réalité, Tolance, Delamarre et leur secrétaire n'étaient pas tout à fait des voyageurs ordinaires. Ils formaient l'embryon d'une nouvelle administration coloniale. Ils étaient les tout premiers inspecteurs du travail nommés en Indochine française. Des suspicions de mauvais traitements sur une plantation Michelin ayant fait grand bruit, suite à une émeute des travailleurs, on leur avait donné pour tâche de contrôler le respect des minces ordonnances faisant office de code du travail, censé protéger le coulis vietnamien. Bientôt, la voiture laissa les faubourgs de la ville pour des alignements de paillotes. Le paysage était si beau, d'un vert presque agressif. La rivière débordait de son lit et derrière une étroite bande de terre, on devinait une multitude de petites parcelles miroitantes d'eau. Top secret addendum to a report on the labor inspection. One must travel, wrote Montaigne. Travel makes one modest, Flaubert added, and Taine took it up a notch. We travel for a change not of places, but of ideas. But what if the opposite was true? In a travel guide to Indochina from 1923, after a page advertising the firm of Ridet and Company, a gunsmith located in the center of Hanoi, providing weapons and munitions for hunting and warfare, all accessories for hunters and tourists, automatic pistols or rifles. This, before any mention of picturesque Upper Tonkin abounding in natural curiosities.
we come across a brief dictionary, a conversation manual for holiday makers, of which the first rudiments are: go and find me a rickshaw, go quickly, go quietly, turn right, turn left, turn back, put up the top, put down the top, wait for me a moment, take me to the bank, to the jeweler's, to the cafe, to the police station, to the dealership. This was the basic vocabulary for a French tourist in Indochina. On the 25th of June 1928, at the crack of dawn, 3 austere figures set out for Saigon on a short journey. A wisp of fog hung over the buildings. The car drove quickly. Even with the top up, it was chilly out, and before long, the front seat passenger wrapped himself in a blanket. As it happened, Tolance de la Mare and their secretary were hardly your average travelers. They formed the kernel of a new colonial administration and were the very first labor inspectors appointed to the French Indochina. Suspicions of ill treatment at Michelin Plantation had made a lot of noise, and after revolt by the workers, they had been assigned to ensure that the paltry regulations serving as a labor code were being followed, ostensibly for the Vietnamese coolies' protection. Soon, the car left the city outskirts for rows of thatched huts. The landscape was beautiful, of an almost aggressive green. The river overspilled its banks, and behind a narrow strip of land, you could glimpse a multitude of small, sparkling patches of water. Thank you so much. I was so pleased, Eric, that you started talking about cinema, because there's a real visual dimension to your work. And there's a lot of description of photographs, whether those are photographs of colonial explorers like Henry Morton Stanley, or of anti-colonial activists like Patrice Lumumba. And I was really struck by the way in which you described your dual viewing of the film that you've just described. So the first time you saw it, you interpreted it in a much more innocent way than the second time when you looked at the title, when you looked into the history of it as well. And I would wondering if you could talk to us a little bit about how you deal with that sort of subjectivity, so the meaning that you're sort of creating in your interaction with the photo, or potentially that you're projecting onto it. And are you ever tempted to include the photographs that you're talking about to see if your reader will interpret them in the same way? Votre œuvre a une dimension très visuelle, je pense aux photographies de personnages notables que vous décrivez. Et vous avez évoqué juste maintenant ce film que vous avez interprété de manière différente, la première vision, la deuxième vision, la troisième vision. Je me demandais si vous étiez parfois tenté d'inclure des images dans vos livres afin de voir comment vos lecteurs les interpréteraient. Juste une chose, il me semble dans mes remerciements tout à l'heure avoir oublié de remercier Kate Green de Picador qui est ici. Donc je le fais maintenant. Thank you to Catherine from Picador who's here. Et alors, donc sur les images, alors tout d'abord, la première chose, c'est, comment dire, oui, sur l'image. L'autre jour, je revoyais une partie d'un film de Pontecorvo qui s'appelle Quemada, et dans lequel il y a une scène comme ça tout à fait frappante, à mon avis, sur la force des images. Well, speaking of images, the other day I was watching this film by Pontecorvo, le titre du film. Pontecorvo, Queimada. Queimada ou Burn en anglais. Burn. Et donc dans ce film, en fait, Pontecorvo raconte quelque chose d'une histoire comme résumée des Antilles, c'est-à-dire il prend Haïti, enfin plusieurs, et il
il fait comme une sorte de concentré, de synthèse. Pontecorvo in this film crafts this history of Haiti, this very concentrated essence of it. L'idée est de raconter au fond l'une des phases de la décolonisation, une phase problématique où finalement les Portugais, là ce sont des Portugais, mais bon, ça aurait pu être des Espagnols, des Anglais, n'importe qui, des Français, lâchent pied parce que justement le commerce anglais, le grand commerce, est en train lui aussi de s'intéresser à ces îles et vient faire pression et donc provoquer ou aider à une sorte de soulèvement au fond des Noirs qui sont esclaves. And it tackles this problematic phase of decolonization where the Portuguese, though it could have been the Spanish or anyone else, are confronted with a rivalry from the English, who are expanding their power in the islands, and then as a result of this, there's an uprising of a local black population. Et donc il y a une scène, c'est-à-dire après donc, les multiples péripéties de cet Anglais qui est incarné par Marlon Brando, qui joue dans une toute petite production pour lui, si vous voulez, et qui arrive donc dans cette île et qui va au fond manœuvrer pour que le pouvoir portugais soit obligé de lâcher cette colonie, et une autre personne, un noir qui au début lui sert simplement de porteur et qui va petit à petit prendre la direction donc de l'émeute. On aboutit donc au moment où effectivement le pouvoir portugais lâche cette île et où le duo entre Brando et José Dolores, qui est le leader indépendantiste, se termine, et où le leader indépendantiste finalement retourne avec ses troupes vers la ville qui est au centre de Quemada pour prendre le pouvoir. And so the story follows this English character played by Marlon Brando, and he's escorted by his servant, who is black. And we get to this really dramatic moment after numerous adventures where the leader of the uprising is making his way to the main city. Alors la première chose qui est vraiment intéressante, c'est que celui qui joue donc ce leader s'appelle Evaristo Marquez, et lui n'est pas du tout un acteur. C'était un homme qui était muletier, illettré, qui a été choisi par Pontecorvo et avec lequel non seulement Brando a tout à fait accepté de jouer, mais qui raconte que ça s'est extrêmement bien passé avec Brando, qui d'ailleurs en partie, pour que le film s'achève, a payé de sa poche. And what's really interesting is this leader figure is actually interpreted not by an actor, by a local man who's not educated, who effectively worked with mules, and he was hired to play this character, and it even got to a point where Marlon Brando was so taken by him that he financed it so that they could complete the film with him in the lead role. Et donc cet homme, Evaristo Marquez, lui, après ce film, n'a fait naturellement aucune carrière dans le cinéma. C'est-à-dire, il a fait 3 films, et Hollywood n'a pas jugé bon de le requérir, ni personne d'ailleurs. Or, il est un acteur tout à fait exceptionnel, qui joue à ce moment-là avec l'un des plus grands acteurs au monde, et qui a un rôle aussi important dans le film, et qui parvient parfaitement à tenir le sien de rôle. And this man, Evaristo Marquez, he never really got to have a big career in Hollywood. He only did a couple of films after this one, even though his performance in it is incredible, and he's face to face with Marlon Brando and being an equal leading a man to him. Et donc, pour en venir à la scène que j'évoque, cette scène est tout à fait prodigieuse. C'est une scène très simple où on voit donc cet homme à cheval arriver avec toute une troupe d'anciens esclaves qui viennent donc de se libérer eux-mêmes et qui marchent vêtus comme ils le peuvent, certains avec des bicornes tordues, et qui sont donc dans leurs vêtements d'esclaves en quelque sorte, certains à cheval, d'autres pas, avec des sabres. Vous voyez les armes qu'ils ont pu trouver. C'est une sorte d'armée en guenilles en quelque sorte qui est en train d'arriver vers la capitale de l'île pour la prendre. And so in this scene, we have this character on horseback leading this small army of liberated slaves who they're dressed in tatters, they're carrying what basic weapons they could find, and they're heading to take over the city. Et donc là, on a une lente musique qui monte petit à petit et qui dit « abolissons », donc avec une sorte comme ça de chose qui est scandée « abolissons, abolissons », et qui monte, qui monte, qui monte, et on voit arriver vers nous, qui n'avons jamais été dans la position de ces gens, cette troupe, vous voyez, d'anciens esclaves, avec ce chant qui monte. And this soft music starts playing, and we hear the words « abolish, abolish », and we see all these former slaves coming towards us. Et alors évidemment, à ce moment-là, ce que nous montre Pontecorvo, ce qui d'ailleurs d'une certaine manière le dépasse aussi bien, c'est non seulement l'abolition évidemment de ce qui est en train de se passer dans cette fiction, mais c'est une abolition qu'en tant que spectateur on sent plus profonde. And
when you're seeing this on the screen, you realize that what Pontecorvo is doing is he's not just talking about the abolition of slavery in the Caribbean, he's talking about an abolition of something much greater. C'est-à-dire que tout à coup, on voit, ou en tout cas Pontecorvo tente de nous faire voir, justement, de trouver une image, de mettre en scène, sans trop le mettre en scène, justement, de tenter de faire surgir, en quelque sorte, dans le cinéma, une image de ce qu'on pourrait appeler... pour prendre un vocabulaire hegelien, c'est comme si tout à coup, la misère venait s'asseoir sur le trône du monde. And I'm reminded of this phrase from Hegel. When you see this scene, it's as though misery, poverty, helplessness is coming to sit on a throne over the world. Et au fond, c'est une image qu'on ne voit jamais. En tout cas, au cinéma, je ne l'avais jamais vue, cette image. Elle est tout à fait saisissante, c'est-à-dire on peut voir des images de révolte ou de révolution, mais comme on ne peut pas filmer une révolution, vous voyez, il est quand même difficile qu'on soit face à des gens en train de venir se révolter et qu'on les filme. C'est une position dangereuse. Eh bien, c'est des images en quelque sorte impossibles, qui sont donc vouées en général à une mise en scène excessive et lourde et pénible au fond. Et là, ça n'est pas le cas. I think when it comes to film versions of revolutions, it's really hard to get them right. It would be very dangerous to genuinely have a crowd coming at you, and so often very exaggerated and artificial. But this film manages to pull it off in a very real way. Et c'est lié sans doute au fait que précisément, ça n'est pas, en un certain sens, entre la fiction et la réalité, il y a à ce moment-là un jeu très proche, puisque ceux qui jouent cette scène, en réalité, sont dans une position qui est extrêmement proche de la fiction elle-même. Et d'ailleurs, le destin terrible qu'aura, enfin terrible, en tout cas le fait que Evaristo Marquez n'ait pas pu faire de cinéma ensuite, est en quelque sorte la preuve de sa position. And I think the reason it works is that actually in that moment, the fiction and the reality are not so different. And this is emblematized by Evaristo Marquez, who will never have the same recognition as Marlon Brando. Alors, pour prendre un autre exemple du rapport qui m'intéresse en tout cas dans les images, c'est un film de Francesco Rossi qui s'appelle Cadavre exquis. There's another film which is by Francesco Rossi, which is called Exquisite Corpse. Où il y a une scène très frappante et qui n'est pas sans ressemblance avec celle-là d'ailleurs, mais tout à fait différente. C'est une scène où un acteur, lui aussi mondialement connu, Lino Ventura, joue le rôle d'un inspecteur de police et interroge sur un crime qui vient d'être commis, un magistrat a été tué, interroge quelqu'un qui se trouve là, un paysan, qui lui, dans la vie réelle, évidemment, n'est pas du tout un acteur. C'est un figurant qui doit être paysan également. And this film is both similar and different, but the moment that really captures my attention is when Nino Ventura, who's a very famous actor, who is a police inspector in the story, he needs to solve a murder of a magistrate, is interrogating a local peasant. And when you watch the film, you know that the man playing the peasant is a peasant in real life. Donc c'est en quelque sorte comme si la fiction et le cinéma interrogeaient la réalité. So sometimes it's as though fiction and cinema are questioning reality. Et donc, ce que lui demande l'inspecteur Rogas dans le film, il dit « Alors, vous avez vu quelque chose ?» Et l'autre lui dit « Oh, oui, bon, naturellement, vous n'avez rien vu. » Il dit « Mais vous le connaissiez, vous, ce magistrat ?» Et le paysan dit « Tout le monde le connaît. C'est lui qui s'occupait des expropriations. » And so, in this scene, the inspector is asking him, did you know the magistrate? I assume you didn't. And the peasant says, no, I know very well who he is. He was the man in charge of the evictions. Et à ce moment-là, le paysan se tourne vers le magistrat et lui dit et l'autre lui dit « Mais vous savez pourquoi on les tue? Vous avez une idée ?» Il lui dit « Bah regardez !» Et la caméra se tourne, et elle se tourne vers la ville qui, je pense, est Agrigente. Et là, quand on la voit en tant que spectateur, on comprend. And the inspector asks him, "But do you know why people might have killed this magistrate?" And the peasant points, and the camera turns towards the city of Agrigento, and that's when you understand. C'est comme si la ville d'Agrigente devenait soudain à la fois un élément de la fiction, mais un document de la vérité. It's as though Agrigento is part of the fiction, but it's also documenting a truth. C'est-à-dire, vous voyez des bâtiments, donc dans lesquels les gens habitent, des immeubles bâtis sur des pylônes de béton tordus, et vous vous dites que malheureusement, comme le Rana Plaza, ça pourrait s'effondrer. And so you see these big buildings, these big blocks on these twisted poles made out of concrete, and you feel that it could all collapse. Et donc ce que vous voyez, c'est la corruption.
And what you can see there is corruption. Ce que vous voyez, c'est un rapport étroit et noué entre le capitalisme le plus féroce et la mafia. And you see the close relationship between the most ferocious capitalism and the mafia. Et donc, ce qu'il y a dans cette scène de tout à fait troublant du point de vue de l'image, c'est qu'en un simple panoramique, sans coupure même, dans le même plan, vous passez de Lino Ventura à la vérité. And so all it takes is just for the camera to pan, and all of a sudden we've moved from Nino Ventura to real life. Et donc voilà, je pense que dans les livres, au fond, c'est une des choses qui m'intéresse, c'est de qu'en devient en écrivant uniquement, puisque c'est une chose qu'on ne peut pas décréter à l'avance. Je crois que peut-être Francisco Rossi n'avait pas écrit ça, il faudrait regarder dans le scénario. C'est une chose qui lui est peut-être venue devant la ville d'Agrigente. C'est dans l'écriture que tout à coup on peut essayer de trouver ce genre de panoramique, ce moment où précisément quelque chose de la réalité vient émerger dans l'écriture. And I don't think that the director planned that moment. I think it's really being there in that moment that you're suddenly confronted with the reality, and that is probably why he decided to pan and show it. Et donc voilà, dans l'écriture, pardon ce point, dans l'écriture c'est la même chose, c'est-à-dire que en s'abandonnant aux mots, à travers le langage, c'est une expérience qu'on a tous fait, il se passe quelque chose qui est qu'on abandonne à un moment son savoir constitué. On cherche au-delà de son propre savoir à travers les mots, ce qu'on appelle, disons, d'une façon un peu excessive, la poésie, vous voyez. Et c'est à travers les mots que, brutalement, dans la défaillance de notre savoir, quelque chose comme ce panoramique peut avoir lieu, une réalité peut surgir. And I think literature can do exactly the same thing, but it does it through language. That suddenly you're carried by the words, and you go beyond your knowledge, beyond your certainties, and you touch onto something else. So sticking with this, dual theme. So one is the question of perspective, and sort of from whose perspective these stories are told. And another theme that really sort of emerges from the two examples that you've given us is this idea that film and fiction can better express reality than reality. And of course, Gillo Pontecorvo's most famous film is The Battle of Algiers, which has a notice at the start of it saying that none of these images are actually archive images. These are all images that have been filmed. We know about his use in that film as well of non-professional actors. And we also know that he really knows how to film a crowd scene as well, right? So one of the things that's quite striking in both An Honourable Exit and Congo is that both works are primarily written from the point of view of Europeans engaged in the colonial enterprise. So the parliamentarians, the military generals, the adventurers, the administrators. And so I was wondering, could you envisage writing this history from the point of the view of the colonised? Could this be a history from below, like you've done in some of your other works, say, for example, on the French Revolution? To quote, the famous post-colonial theorist Spivak, can the subaltern speak? Les exemples que vous évoquiez m'ont fait penser au film La bataille d'Alger, où il y a même une notice pour indiquer au public que ces images ne sont pas des images d'archives, que ce sont des images filmées pour le film. Je pense à deux aspects de votre travail. La question de la perspective, du point de vue de qui est-ce qu'on raconte cette histoire, et aussi de ce rapport entre la fiction et la réalité. La fiction qui peut dire quelque chose de plus sur la réalité. Je me demandais, en pensant à vos derniers livres, Sorties honorables, mais aussi au Congo, vous avez raconté ces histoires du point de vue des colonisateurs. Est-ce que vous auriez été tenté de raconter ces mêmes histoires depuis la perspective des colonisés? Alors sur le point de vue, je ne crois pas qu'on puisse jamais écrire que de son propre point de vue. On ne peut pas, à mon avis, le décrire du point de vue d'un autre. On peut tenter de le faire, hein. Mais en réalité, ce sera simplement tenter de le faire, ce sera faire semblant de se mettre du point de vue d'un autre à partir de son propre point de vue. C'est-à-dire que, au fond, toute subjectivité est malgré tout hantée, prise dans un milieu social, dans une histoire, et elle ne peut pas s'en débarrasser. De la même manière que nous baignons tous dans l'idéologie et nul ne peut s'en extraire totalement et prétendre être à l'extérieur et produire un discours neutre. Well, when it comes to the perspective that I write from,
I think we can never really escape our own perspective. Sure, we can try to tell the story from a point of view of someone that's other to us, but we're pretending, we're faking it, because the truth is, when it comes to subjectivity, we can never really escape our own subjectivity, just as when it comes to ideology, even if we claim to be neutral, we can actually never really escape ideology. Alors évidemment, tout ça s'inscrit aussi dans une histoire, c'est-à-dire que si Tolstoï peut par exemple écrire dans Anna Karénine quelques pages où il y a des dialogues avec des paysans, entre le personnage de Lévin et des paysans, il les fait parler, ils ont une petite intériorité, ça n'est possible qu'à la condition que ces paysans soient à ce moment-là de l'histoire maintenus dans l'analphabétisme le plus complet, et qu'aucun d'entre eux ne puisse se lever et dire « non mais quelle drôle de façon de nous faire parler, vous avez là monsieur Tolstoï ». Voilà. Donc tant que c'est impossible, se mettre à la place vaguement, c'est tolérable. C'est même en un certain sens positif. C'est-à-dire Tolstoï cherche et vise à l'émancipation de ses propres paysans, mais enfin dans un rapport tout de même problématique, puisqu'il est tout de même, en dépit du fait qu'il ait voulu les libérer, un immense propriétaire terrien. I think the only times you can get away with writing with that other perspective is if that person cannot speak for themselves. I'm thinking in Anna Karenina, the moments where the characters who are noble interact with the serfs, with the peasants. The only reason it works is because there's no peasant there to say, what are you doing, Tolstoy? This is not at all how I speak. C'est-à-dire que pour écrire un livre, pour pouvoir prendre 5 ans, 6 ans pour écrire Guerre et Paix, il faut, je pense qu'environ 350 personnes travaillent, eux, à rentrer le blé, couper le chaume, faire la vaisselle, laver le linge, que la femme recommue les manuscrits. C'est à ce prix-là, en grande partie, qu'un roman du genre de celui-ci, pris dans les contradictions idéologiques qui sont les siennes, comme nous avons les nôtres, est possible. And the only reason a novel like War and Peace can exist is because all the years that Tolstoy spends writing it, he's got his servants laboring his fields, cooking his food, washing his clothes. He's got the woman taking care of his manuscripts. That is the price to pay for those great novels. Mais on peut faire sans doute, et c'est souhaitable en tout cas, de grands romans sans que 450 personnes travaillent pour vous, puisque manifestement, peu de temps après, et quasiment puisqu'ils ont été contemporains aussi, Gorky a écrit de très grands livres dans des conditions, lui, financières très difficiles, et lui venant d'un milieu où normalement, justement à cette époque, on ne devait pas écrire. Et le rapport qu'ils ont eu avec Tolstoï a été à la fois un rapport en partie amical, mais tendu tout de même. The good thing, though, is that Gorky shows us that even if you don't have 450 servants, you can still write great novels. And that's probably why their relationship was so tense. Et précisément sur le fait de se mettre à la place de l'autre, on voit que chez Gorky, le rapport à ça n'est pas du tout le même. Par exemple, prenons un exemple, la façon dont Gorky fait parler ses personnages. Le côté, vous savez, apocope, l'usage de l'apostrophe, le fait de couper les mots systématiquement lorsqu'on fait parler un paysan ou un ouvrier, ça chez Gorky ça tend à disparaître, puisque lui justement fait partie de ce milieu-là. Donc le rapport d'extériorité n'existe plus pour lui. And what's really interesting is if a writer like Tolstoy is writing dialogue from perspective of working class character, whether it's a peasant or a factory worker, they'll use contractions, they'll use slang, they'll use markers to make their language different. But in Gorky, that doesn't happen because he's part of the same environment. He doesn't see them as other. C'est ça. Chez Tolstoï, c'est comme si les paysans seuls parlaient. Mais les aristocrates, eux, parlent comme on écrit. Donc ils ne parlent pas, si vous voulez. Jamais. Donc il y a deux registres. In Tolstoy, there are really these two registers, the language of spoken language that you find with peasants, and when aristocratic characters speak, they're not really speaking, they just sound like literature, right? They sound as you would write. C'est d'ailleurs quelque chose dont nous-mêmes avons pris l'habitude. Quand on lit depuis l'enfance tout un tas de récits et de romans, on prend l'habitude de reconnaître aussitôt que c'est un paysan ou quelqu'un d'illettré qui parle, parce que c'est fait de contractions, etc. Et on reconnaît que c'est un bourgeois ou un aristocrate au fait qu'il parle comme on écrit. Comme le narrateur, si vous voulez, il ne se distingue pas du narrateur. And it's the same thing now. From childhood, we learn that when you're reading a work of literature, the working class character speaks in this casual way, and the middle class or aristocratic character will speak just like the narrator. There's no difference between the lines of dialogue and the language of narration. Donc tout ça pour dire, en quelques mots, que la question du point de vue, elle est prise,
elle est prise dans toute la structure, à la fois narrative, dans la langue, le montage, la composition, la façon dont on fait donc un roman ou un récit. Et tout ça, évidemment, évolue avec le temps. So I think really the question of perspective is actually a structural question. It's there in language, it's there in how you edit the different sections of a work. It's really granular, you can't get rid of it. Et alors, pour ma part, enfin au moment où j'écris, jadis, pendant fort longtemps, et on a toujours, les écrivains utilisent une sorte de narrateur omniscient, etc. Tout comme d'ailleurs les essayistes ou les universitaires utilisent une sorte aussi de narrateur. On n'en parle jamais comme si l'universitaire écrivait. Vous voyez bien qu'il y a une autre personne. Quand on écrit une thèse ou un essai, on ne l'écrit pas comme on écrit une lettre d'amour. Vous voyez, c'est la subjectivité tout à coup comme rentrée, contrainte. Mais par qui? Par quoi? Et quelle est cette langue? Et quelle est cette instance qui s'exprime? Qui parle? Vous voyez, alors, évidemment, certains universitaires ont déjoué ça. Barthes parle à la première personne, c'est lui qui parle. Il y a là une manière justement de déjouer ce formalisme. Mais dans la plupart des livres d'histoire, de sociologie, etc., on ne sait pas qui parle. In the sort of classic 19th century novels, you always have an omniscient narrator, and you have a version of that in academic writing. The sense of subjectivity is restrained, it's hidden. We're not sure why, but that's the convention. It's only rare individuals like Barthes who will break the convention by writing as though they were speaking to you directly. Or, on le sait bien, en dépit justement d'une forme qui semble gommer la présence de la subjectivité est bien toujours là, c'est bien quelqu'un qui écrit. Donc au fond, la solution qui m'est venue comme spontanément dans mes livres, c'est que de temps à autre, quand ça me vient comme ça, et je ne l'efface pas, il y a ce que Hegel appelait peut-être la trace de l'outil. C'est-à-dire le je directement, ou alors j'exprime mes doutes, c'est-à-dire je dis « il me semble que ». Non pas par une formule que j'aurais rajoutée après pour me rendre plus modeste ou je ne sais pas quoi, c'est que simplement ça m'est venu parce que lorsqu'on écrit, on n'est pas en train de lire ses notes, on n'est pas en train de regarder les documents. On se demande, c'est pas sûr, j'ai peut-être oublié. Et j'ai trouvé bon de laisser cette inscription du doute. But the truth is, even if a convention is to erase subjectivity, any work of literature does betray a subjectivity. It is written by a certain perspective. And so my way of dealing with that is to keep now and then, punctuate my novel with first-person statements, to say I. And those moments aren't really planned. They just come to me as I'm writing, and it's my way of expressing a sense of doubt. Et alors, sur l'autre partie de votre question, qu'il y a ça sur fiction et non-fiction, au fond, qui sont des catégories dans l'anglosphère, hein, mais pas en France. Au fond, l'idée, de toute façon, ces catégories s'étaient sur l'idée selon laquelle la littérature, c'est de l'ordre de la fiction. Or, je ne crois pas du tout dans cette idée a priori. In the English-speaking world, you have this fixed distinction between fiction and non-fiction, as though a work of literature could not have truth to it. And I really disagree with these two categories. Pour prendre un exemple célèbre, quand, durant le procès qui est fait à Madame Bovary, le procureur Pinard demande donc à ce qu'un certain nombre de choses soient effacées, c'est au nom de la morale publique, au nom de l'État, si vous voulez, au nom... Or, où est la fiction? Qui est du côté de la fiction à ce moment-là? Est-ce que c'est vraiment Flaubert ou est-ce que c'est le procureur Pinard? Que souhaite effacer le procureur? Des éléments de fiction ou des éléments de réalité? And I'm thinking of a trial for Madame Bovary in 1857, when Pinard, the prosecutor, was demanding of Flaubert to erase certain passages because they offended the public morality. Now, who is defending fiction there? Is it Pinard or is it Flaubert? C'est-à-dire, est-ce que vraiment les femmes de la bourgeoisie normande et les hommes de la bourgeoisie normande avaient une moralité supérieure à ce que raconte Flaubert dans Madame Bovary? Is he claiming that the real men and women living in Normandy have a superior morality to the characters in Madame Bovary? Est-ce qu'au fond, ce qui effraie le procureur, ça n'est pas l'idée qu'on est en train de noircir le mariage, vous voyez, l'institution du mariage?
Perhaps what really frightens him is the idea that we're doing damage to the reputation of marriage as an institution. Et cette institution, à l'époque foncièrement inégalitaire pour les femmes, est-ce que ça n'est pas cette institution qui est une fiction, l'inégalité elle-même? And isn't this institution, which is so unequal and oppressive to women, itself not a fiction, this idea that men and women are not equal? Pour prendre très vite un autre exemple célèbre, au moment où avant que les âmes mortes ne paraissent, pareil, la censure s'y intéresse. Et le président de la commission de censure dit les âmes mortes, mais c'est un livre contre la religion. Je ne sais pas le titre en anglais des âmes mortes. Les âmes mortes. The Dead Souls, you haven't read it. When The Dead Souls was about to be published, the same question comes up. The censors are working out whether they should censor it or not. Et à ce moment-là, un de ses collègues lui dit pas du tout, c'est contre le servage. And the solution is no, not at all. This is a book against servitude. Et le censeur répond, c'est pire. And the censor says, that's even worse. Donc vous voyez, ce qui veut censurer, c'est la réalité elle-même. So the real object of censorship at the end of the day is reality. Donc au fond, je crois que la fiction, elle n'est pas du côté de la littérature, elle est du côté du pouvoir. C'est le pouvoir qui fabrique sans cesse une fiction pour se défendre et pour se soutenir. So what I actually believe is that fiction is not the preserve of literature. Fiction is the preserve of those in power who need to make up fictional stories to protect themselves. Et vous me pardonnerez, mais dernièrement, en Angleterre, je crois qu'on a assisté comme ça à une très belle fiction du pouvoir. And I think in Great Britain too, you've had a beautiful fiction to do with power. Et il n'est pas très sûr que l'objet de cette fiction soit précisément ce qu'elle nous raconte, c'est-à-dire la stabilité de quoi que ce soit. C'est un enjeu de pouvoir quand même, il me semble, et un enjeu financier assez marqué. It's not about stability, that's what the fiction claims. Really, we're dealing with power and financial power. Et donc le pouvoir, au fond, quel qu'il soit, en tout cas tant qu'il est hiérarchique et inégalitaire, vit sur des fictions très fortes. Et il me semble qu'au contraire, la littérature vise en permanence à les défaire. Et pour en donner un exemple anglais, j'ai un petit passage ici de Lytton Strachey, qui, puisque j'ai évoqué le sacre, parle de la reine Victoria, d'un petit épisode, mais je vous en prie. And I really think that actually it's in the interests of those in power to maintain fictions, and it's literature that undoes these fictions. And I actually have an example to do with this from Lytton Strachey. Donc c'est le roi, donc celui Guillaume, qui précède la reine Victoria, puisque c'est dans une biographie, de la reine Victoria qu'a écrit Strachey, qui est absolument remarquable. So this is in a biography of Queen Victoria, and we're dealing with William, her predecessor. Lytton Strachey, qui était donc un ami de Virginia Woolf et qui faisait partie du groupe de Bloomsbury. This is Strachey, I hope I'm pronouncing his name right, who was Virginia Woolf's friend and part of the Bloomsbury circle. Dont le frère, si je ne me trompe pas, a traduit tout Freud, enfin vous voyez, des gens formidables. Donc il écrit la chose suivante, le roi lorgnait Féodora et louait ses bonnes manières, puis, se tournant vers sa nièce, quel est votre air favori? The king was praising Feodora's good manners, and then he turned to her and said, "What is your favorite music?" Demanda-t-il. Les musiciens le joueront. The musicians will perform it for you. Donc, et sa nièce, c'est la future reine. This niece is the future queen. Et la princesse, sans hésiter un instant, God save the king, sir. And the princess replied, "God save the king, sir." On a souvent vu dans cette réponse un premier indice de ce tact qui devait être fameux plus tard. This episode has often been viewed as an example of a great tact that would later characterize her. Mais Victoria était fort véridique. But Victoria was actually being truthful. Et il se peut en effet que le God Save the King fût son air favori. And maybe God Save the King was her favorite music. On peut dire que c'est là un modèle d'ironie et d'understatement, et que je pense, Lytton Strachey est du côté de la vérité et non pas de la fiction. I think this irony and this way to play with understatements is not to do with fiction, but with saying the truth. So we're going to be taking some questions from the audience. So just while you're thinking of what your questions might be, if you could keep the questions fairly succinct and the responses as well, if possible. But just while Questions et des réponses brèves, tout le monde. Just while you're thinking of your questions, just wanted to come back to sort of this idea of history, because you're saying that
fiction is written by the powerful, but history is also, of course, written by the powerful as well. And one of the big trends in the historiography of colonization and wars of decolonization recently has been to seek to uncover and to evoke the voices of colonized people who often haven't left behind archival traces. And so I was struck by the fact that the voices that we hear, and I'm not talking about point of view here, but the voices that we hear are primarily Europeans. Pour revenir sur cette question du rapport entre fiction et histoire, vous avez dit que la fiction est du côté de ceux qui ont le pouvoir, mais c'est aussi vrai que l'histoire est écrite par ceux qui sont en position de pouvoir. Et ce qui m'a frappé dans votre écrit, en tant qu'historienne, en pensant au fait que nous cherchons à retrouver les voix des oppressés, des colonisés, même quand il n'y a pas d'archives pour eux, est le fait que le dialogue dans le texte est toujours des personnages européens. Oui, tout à fait. J'évoquais tout à l'heure les films que vous avez faits ou auxquels vous avez participé et qui sont des sortes d'enquêtes, mais où du coup vous donnez la parole justement à des personnes qui ont participé à la guerre d'Algérie et ensuite à la reconstruction, en tout cas à la transformation de l'Algérie. Yes, this reminds me of the interviews and documentaries that you have made with people involved in the Algerian War and later the post-colonial reconstruction of Algeria. Et du coup, vous vous confrontez au fait que précisément, et en plus les gens que vous avez interrogés savent quelque chose, sont dotés d'une expérience et d'une connaissance, pas seulement factuelle. Ils ont évidemment un avis qui peut être un avis très élaboré et sophistiqué sur ce qui s'est passé. And you're confronted with the fact that the people you're talking to are providing you not just with facts, but with their opinions on what happened, and their opinions can be very detailed and sophisticated. Et donc le savoir est toujours, le savoir est toujours lié d'une certaine manière à des formes de pouvoir dont il peut essayer ou pas de se déjouer. Knowledge is then ultimately always tied to forms of power that it can try to escape. Alors, pour prendre un exemple, le premier chapitre de ce livre, je suis tombé sur un rapport de l'inspection du travail qui racontait donc une visite, vous avez lu tout à l'heure le début, des premiers inspecteurs du travail d'Indochine française dans une plantation Michelin. So in the extract that Félicité read earlier, we were hearing about the first inspector in terms of the conditions of the workers in this Michelin factory. Et alors, en tombant sur ce document, j'étais frappé par ce qu'il racontait dans une langue évidemment très froide, qui est celle de l'administration. C'est un document administratif, c'est un document en quelque sorte juridique. Donc l'inspecteur du travail utilise un vocabulaire et une grammaire qui prétendent à la neutralité, mais à une forme particulière de neutralité, c'est la neutralité bureaucratique. Et ça n'est pas lui faire injure. And what struck me about this document was how cold the language was. This was the language of administration, bureaucracy. In a sense, it's a legal language. Et alors, il se trouve qu'en le lisant, évidemment, on assiste au fond à des scènes... Il finit lui-même, pendant son enquête, par faire ouvrir une porte et assister à une scène de torture, à tomber sur une scène de torture. Seulement, quand on le lit, on est tout de suite heurté, bien sûr, mais on ne mesure pas tout à fait ce qui se passe. And then at one point in this report, there's a moment where the inspector asks for a door to be opened for him, and he witnesses someone being tortured. But because of the language, you don't quite immediately realize what's happening. Parce que la langue administrative, qui est là en partie évidemment pour que les choses soient qualifiées juridiquement, obéit aux règles du Code du travail de l'époque. Or, par exemple, dans le Code du travail français, à l'époque, au Vietnam, en usage en Indochine, lorsque quelqu'un a signé un contrat de travail dans des conditions qu'il faudrait détailler, c'est-à-dire sans pouvoir le lire dans une langue qui n'est pas la sienne, lorsqu'il quitte la plantation, il est ce qu'on appelle un déserteur, c'est-à-dire qu'on peut le ramener pour travailler de force. Now, in this colonial world, it is defined in the contract signed by the worker, a contract which they could not read, but any worker who leaves the plantation is a deserter and should be treated as such. Donc évidemment, toute la prose
de l'inspecteur du travail est prise dans ces lois qui nous choquent, mais qui pour lui sont les lois, elles le choquaient peut-être, mais avec lesquelles il est nécessaire qu'il raconte son histoire et ce qu'il a vu. And so, according to the language of his document, someone's being tortured, we're shocked, we're upset, but the language is following the rules, and according to the rules, this is what should be done. Et donc l'intérêt que ça peut avoir de le réécrire, si je puis dire, soi-même, c'est qu'à ce moment-là, on est obligé subjectivement, en quelque sorte, de le supporter à travers des mots et une langue qui n'est plus du tout la même. And so the value of rewriting such an episode is that you use a different language, and so the meaning of it changes. Et donc, malgré moi, en quelque sorte, les choses se sont redéployées autrement. And so almost despite myself, things just took on this different relevance. Et notamment certains détails, a priori, des conversations qui rapportent très précisément, m'étaient pas apparus comme des éléments, justement, ça m'est apparu comme des détails, des éléments, vous voyez, auxquels j'avais prêté peu d'attention, mais qui, au moment de les écrire et de les prendre à ma charge, en quelque sorte, il a bien fallu que je les saisisse, que je leur donne une signification, et que j'en sois en quelque sorte responsable. And so there were elements of this report which, when I read it, I didn't really pay much attention to them, but in the moment of rewriting it, suddenly I had to, and in a sense I became responsible for what was being described. Et je me suis aperçu précisément, en écrivant, dans le mouvement d'écrire, le mouvement d'écrire leur a en quelque sorte donné une importance. Pour en donner un exemple et me faire comprendre, à un moment, dans l'une des scènes que raconte donc l'inspecteur du travail, il arrive devant une porte et cette porte est fermée. Alors il demande, mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? On lui dit un débarras. Et aussitôt, il entend des gémissements derrière. So in the report, it's described how the inspector sees this closed door, he asks what's behind the door, they're just telling him, oh, it's a storage space, and then he hears someone crying out. Et si vous voulez, la première idée qui m'est venue en écrivant, c'est que cette scène terrible, en fait, évoque une scène de vaudeville. À vous ou Non, à moi, elle m'a évoqué tout de suite une scène de vaudeville. And so when I was reading it, my first thought was, oh, this was a scene out of a vaudeville, out of a stage comedy. C'est-à-dire, vous voyez cette scène si connue où, je ne sais pas, une femme rentre chez elle et dit à son mari, mais alors, où est-elle? Il dit, oh non, mais il n'y a personne, je t'assure. Et au même moment, on entend quelqu'un tomber dans le placard. Vous voyez? So that's the classic scene, right, where the husband comes home and says to the wife, oh, I heard a noise, who is it? Or the other way around, where is she, who is she? And then you hear this crashing sound in the cupboard. Et c'est le contraste entre, d'une certaine manière, l'horreur de la scène à venir, puisqu'il s'agit en fait, la porte va être ouverte, et l'espèce de légèreté, en quelque sorte, du directeur de la plantation, c'est-à-dire ce petit vaudeville qui met en scène, qui porte une signification plus terrible encore. And so what you have there is the absolute horror of what lies behind the door, and the lightness and the humorousness of the author of this report, who's setting it up in this way. C'est-à-dire la désinvolture vient ajouter une signification à l'acte criminel. And so he is, without any guilt in the world, adding a new signification to this criminal act. Puisqu'il va même aller plus loin. L'inspecteur demande « Ouvrez tout de suite la porte ». Et lui dit « Ah, on n'a pas les clés ». And it goes even further because the inspector says, open this door. And the man he's talking says, oh no, we don't have the keys. Donc à ce moment-là, il dit, bien, nous allons défoncer la porte. Et là, on retrouve les clés comme par hasard. And so he says, well, we're going to smash this door down then. It's like, oh, here are the keys, we found them. Donc si vous voulez, le vaudeville se complique. Vous voyez, c'est comme si c'était un vaudeville au carré, au cube, etc. So there's layers to it. It probably is a vaudeville. The setup continues for a while. Et ce qui m'est venu en écrivant et que j'avais pas du tout vu en lisant, c'est qu'au fond, c'est une scène qui ressemble à des scènes de mafia. Vous voyez? C'est-à-dire, au fond, ce qui nous fait rire, c'est quelque chose de menaçant. And as I was rewriting it, I realized this humor is really to do with depictions of the mafia. The thing that's making us laugh is that feeling of threat. C'est au fond le vaudeville qui est le plus effrayant. At the end of the day, vaudeville is the most frightening genre. Et juste pour me faire comprendre, imaginez-vous isolé avec donc 3 personnes au milieu d'une immense forêt, sur une plantation tenue par des miradors et des gens armés, avec le directeur de tout cet espace-là, et qui vous dit tout à coup, j'ai pas les clés, et puis qui, lorsque vous menacez de défoncer la porte, les retrouve brutalement. C'est encore plus effrayant
que s'il avait ouvert tout de suite. Il se moque de vous ostensiblement. And if you think of a setting, right, we're in the middle of nowhere on this plantation surrounded by these armed guards, and the director of this facility pretends he can't find the keys, and then he finds the keys. That is even more frightening because he's openly messing with you. Mais le pire arrive à l'instant d'après. C'est qu'au moment où la porte s'ouvre et où on voit, ou en tout cas l'inspecteur du travail voit un individu attaché, nu, suspendu, qui a été fouetté et qui est mourant, en fait, le sous-directeur de la plantation se rue à ce moment-là sur le coulis mourant et dit « Ah, pourvu qu'il ne se soit pas mutilé !» Then the door opens and we see this naked man suspended upside down. He's clearly just been whipped and beaten. He's about to die. And the vice director of the plantation says, "Oh gosh, I hope he's not harmed himself." C'est une phrase qui n'est bureaucratiquement pas compréhensible. This sentence bureaucratically makes no sense. En réalité, cette phrase-là est, à mon avis, le fondement même de ce qu'est la colonisation comme acte social total, pour reprendre l'expression de Marcel Mauss, c'est-à-dire quelque chose qui jusqu'au bout se dénie, se refoule, ment, en fait. Marcel Mauss calls colonization a total social act. Lui, il dit, il parle de faits sociaux total. C'est moi qui dis qu'on peut appliquer à la colonisation, pas Mauss. He talks about the concept of total social acts, and I believe this can be applied to colonization. It's a process in which everybody is lying to the very end. Oui, c'est en fait un système qui est obligé de dissimuler son propre objectif. It's a system that has to cover up its actual end. C'est l'un des rares systèmes sociaux qui est obligé sans cesse de mentir sur ses motivations. It's one of the only social systems that's constantly lying about its motives. C'est-à-dire de dire, nous allons évangéliser les populations quand en réalité on va extraire des minerais. You say, oh, we're going to spread Christianity to these people when actually you just want to extract minerals. Dire nous allons les civiliser quand en réalité on va planter de l'EVA et récolter du latex. Or saying we're here to civilize them where really all you want is the rubber plantations. Et ce que cette scène, en l'écrivant, montre, et non pas en lisant le rapport, c'est que la preuve la plus flagrante, c'est-à-dire la scène de torture à laquelle on assiste avec 2 inspecteurs du travail et un secrétaire, elle-même ne suffit pas. Vous voyez, ça ne suffit jamais. Elle est aussitôt déniée, pourvu qu'il ne se soit pas mutilé. Ce qui est le comble de la fiction, justement. And what this scene really shows is that even when caught in the act, red-handed, colonization will still pretend that it doesn't see what is happening, what's there. Et juste pour terminer, parce que ça relie la question précédente, au fond, ça répond assez bien au fait que je ne puisse pas me mettre, par exemple, à la place de ce coulis. Voilà. C'est-à-dire personne ne peut se mettre à sa place, me semble-t-il. On ne peut le raconter que de l'extérieur et souhaiter vivre un jour dans un monde où, précisément, celui qui malheureusement aurait pu se retrouver à cette place puisse écrire à la nôtre. And so to answer your question, why do I not write from a perspective of a coolie who's being tortured? It's because I can't put myself in his place. Nobody can. The only person who can write from that perspective is someone who might have gone through the same thing. Et juste un dernier point, en fait. Ça me fait songer que quand on compare l'écriture de William Faulkner à celle de Richard Wright, si on prend la question du style et de l'écriture vraiment au sérieux, en réalité, on peut penser que la sophistication sublime de Faulkner, que nous admirons tous, est faite en partie pour nous dire et en partie pour nous dissimuler quelque chose. And it reminds me of discussions of the style of Faulkner and Richard Wright. And the beauty of Faulkner is his ability to both tell us something but also hide it from us. Et que ce qu'il est obligé de dissimuler, c'est tout de même, au fond, la situation sociale véritable dans laquelle il vit. C'est-à-dire le fait que ces domestiques noirs vivent au fond du jardin. And what Faulkner is hiding from us is the social reality that he's living, the fact that his black servants live in the garden. Et la clarté très grande et l'écriture extrêmement tendue et prodigieuse de Richard Wright, au contraire, ne peut pas, elle, dissimuler. Whereas Richard Wright's writing is clear and explicit and could not hide such a thing. Puisque d'une certaine manière, si Wright ne trouvait pas stylistiquement le moyen d'une très grande clarté, eh bien il dissimulerait le fait que celle qui était au fond du jardin aurait pu être sa grand-mère.
And if I wrote him that way, he would have to hide the fact that the person living in the garden could have been his grandmother. Okay, I'm not sure anyone's got any questions after the amount of ground that we've covered in the last hour and 15 minutes. But what I suggest is that if anyone does, maybe we could quickly have audience sort of, giving a few questions, gather them all together, and then I'm going to ask Eric to be really short. Promise. Yes. Generally has a hard time talking about its past, much like our country, much like most imperial nations, although other parts of its empire are a larger part of its public discourse, notably Algeria. But Indochina very rarely seems to occur in public discussion, academic discussion of empire. I mean, even dreaming the history of the love of Indochina, I've seen very few examples, maybe one recently. What is it about the French experience in Indochina that makes it either taboo or irrelevant or not relevant enough when compared to the case of Algeria or elsewhere? Okay, let's keep that question. There was a question at the back as well. Hi. Thank you for your talk, very inspiring. I'm wondering now in our contemporary situation where artificial intelligence and things like ChatGPT are getting quite worrying, really, especially when you see the CEO of ChatGPT in front of Congress articulating that he's basically created a monster and that we should quickly go to regulate it, for instance. Do you see yourself in a position where you could evaluate this risk somehow? In the same way as you looked at past events and colonialism, because I feel that is a space, for instance, which is quickly being colonized. Okay, so from historiography to artificial intelligence. Alors, 2 minutes. La première question, pourquoi le silence sur l'Indochine comparé à d'autres zones colonisées par la France? Et la deuxième question, que pensez-vous du développement de ChatGPT, de l'intelligence artificielle? Est-ce un nouveau espace de domination, en un certain sens? J'ai dit 2 minutes. Hein. Oui, oui. On ne s'en refait pas. Alors, oui, il y a une... Alors tout d'abord, effectivement, ça n'est pas présent du tout dans les programmes scolaires. Par exemple, il y a 3 lignes sur l'Indochine, rien. Alors il y a beaucoup de raisons. Bon, la première, c'est que ça a été préempté très vite par l'extrême droite, qui a produit énormément de livres, notamment les anciens généraux, les anciens militaires, etc. So you're absolutely right. Indochina is not covered in school manuals in France. And I think that's because the history was quickly dominated by the far right and the former generals. Alors, le point qui est intéressant, c'est que tous ces gens, dans leurs écrits, finissent toujours par dire à un moment qu'ils adoraient l'Indochine et que vraiment on a brisé là une expérience unique, sauf qu'aucun d'entre eux n'a jamais fait traduire le moindre livre d'un Indochinois. And these generals write about how great Indochina was and what a shame that the colony did not last is, but not one of them ever made an effort to translate the words of someone originally from that region. C'est-à-dire sur les anciens soldats, vous voyez, vietnamiens, les anciens coulis et même les hauts dirigeants du Viet Minh, par exemple. On a les mémoires du général Giap, c'était quand même le moins, qui sont traduits, mais dans une édition marginale, et peut-être 4 ou 5 livres. Vous voyez, pas plus, alors que c'est des centaines de livres du général Navarre, Valluy, enfin des livres prodigieux des généraux français, à la fois formidablement écrits et d'un contenu qui vraiment éclaire les choses. Donc c'est frappant, c'est-à-dire là, l'asymétrie est tout ce qu'il y a de plus vertigineux. And so we don't have a translation of any of the coolies, soldiers, workers, people who are there on the ground, even though we have hundreds and hundreds of books by all these French generals about their experience of Indochina. Alors l'autre point qui a marginalisé, disons, l'Indochine française, la guerre d'Indochine, c'est le fait qu'au fond, les Américains ont repris la main presque aussitôt, mais qu'en réalité, ils l'avaient déjà. C'est-à-dire la guerre d'Indochine française est financée en immense partie par les Américains, et on sait bien que celui qui finance la guerre l'a fait quand même.
And the other reason for silence is that the war in Indochina was effectively an American war because they were financing the French and then they took over the imperialism there. Et les Américains ont produit, et là je crois qu'on peut employer le terme de fiction, une fantastique fiction, qui existe en un sens, la douleur du soldat américain. Et donc là, il n'y a que ça, il n'y a aucune raison politique ni économique, il n'y a rien. Il y a juste des GIs jetés dans l'horreur et qui souffrent. Voilà. And so America produced its own great fiction, which is the pain of the American soldier. And there's never any political or economic explanation or context. It's just this poor man thrown in the midst of it and suffering. Et vous voyez bien que cette souffrance du GI est devenue aveuglante, en fait. Le cinéma qui porte sur cette guerre, sur la guerre du Vietnam, donc, c'est la souffrance du GI. Alors il faut être juste, il y a des films meilleurs que d'autres, plus nuancés que d'autres. Il y en a qui racontent comment les jeunes soldats venus des milieux populaires vont souffrir, être tirés de chez eux. Bon, c'est bien mieux. Mais la plupart, quand même, se concentrent là-dessus. Et c'est ça qui... donc, pour ces deux raisons, le fait qu'effectivement, l'Amérique, en réalité... est aux manettes dès la première période, et puis parce qu'après, elle a produit une fiction idéologique puissante. And this fiction is really transmitted by cinema, it dominates the imagination. Some films are more nuanced than others, but at the end of the day, it's always the same perspective that's shown. Et justement, l'une des scènes de mon livre parle de ça, de façon plus ou moins directe. Raconte notamment comment le général Delattre de Tassigny a été envoyé aux États-Unis et a participé à une émission célèbre qui s'appelle Meet the Press. Sorry, French, English. And I talk about it at one point in my book when the French general de Tassigny goes to participate in an American program called Meet the Press. Il ne faut pas donner la scène, sinon ils ne vont pas acheter le livre. Ne vous inquiétez pas. Et donc, dans cette scène, ce à quoi on assiste, c'est au fait que le général Delattre de Tassigny est quasiment incapable de s'exprimer dans un anglais correct. C'est presque incompréhensible. Or, c'est une émission de très grande écoute. And what's really funny there is that this French general can basically not express himself in English, even though this is a really important show. On lui fait donc sans cesse des questions qu'on appelle des questions fermées, lui. C'est-à-dire des questions dans lesquelles les réponses se trouvent. So they just ask him closed questions. Donc, en somme, on peut définir cette émission comme étant un acte de guerre américain. So the program is an act of American warfare. Et pour répondre donc rapidement sur, alors là, l'intelligence artificielle, je ne suis pas qualifié, ce que je pense en tout cas, c'est que nos inquiétudes sont doubles. C'est-à-dire, sur le contrôle, il est certain que là, il y a un risque réel, mais enfin, on est déjà dedans. Vous voyez, il y a des tas de logiciels qu'on implante et qui font qu'on nous écoute un peu partout, qu'on soit chef de l'État ou pas, mais ce qui est inquiétant, c'est que ça n'a pas l'air d'inquiéter les chefs d'État. I think there's two dimensions to our fear of AI. One is the fact that we're constantly being listened to, spied on, and that does not really seem to preoccupy heads of state. Voilà. Il semble qu'être occupé, par exemple, être écouté par les Américains, c'est normal. So it's normal that Americans are listening to us. Les premiers ministres l'acceptent très bien. This is completely accepted by prime ministers. Mais le second aspect sur l'intelligence artificielle qui semble être une inquiétude, à mon avis, tout à fait excessive, c'est le fait qu'elle pourrait elle-même se doter de ce qu'on appellerait vraiment une intelligence. Qu'elle soit artificielle, j'en doute pas, c'est-à-dire qu'elle soit capable un jour d'écrire guerre et paix, et ça, je ne le crois pas du tout. I think where our fears are unfounded is when we think that AI will actually have the same intelligence as us as humans, that an AI could write War and Peace. I think that's highly unlikely. Et pour finir, au contraire, le fait, comme on nous le dit, qu'elle soit capable de produire des discours politiques, on nous dit rationnels, qui ont l'air intelligents, devrait, au lieu de nous faire nous intéresser à l'intelligence artificiellement, prétendument intelligente, il faut se tourner vers ces discours politiques. C'est-à-dire, si une machine est capable de produire vos discours, il faut mieux s'inquiéter de nos discours que de la machine. I think what we should worry about is if AI can produce political speeches, that tells us something not about AI, but the state of politics today, and that's what we should worry about. En tout cas, je vous souhaite d'inventer des machines qui répondent plus brièvement. They could probably compose shorter answers. That's a perfect place to end. I didn't expect to be ending talking about AI bots, but I think it shows how wide-ranging the discussion has been. Thank you so much to both of you. Thank you all for coming this evening. Thank you very much to the Institut Français for hosting this event. Merci.